Bien, bonjour. Vous n'êtes pas parti, parce qu'on a eu un mouvement, là, le fou, on se dit, bon, on va se retrouver tout seul, hein. Alors, d'abord, je vais me permettre d'abord de vous remercier d'être là. Vous avez peut-être passé toute la journée, là, depuis 9 heures, donc vous avez vu la progression des thèmes. Et donc, je me suis permis de tout simplement rappeler aux participants de ce qu'on appelle un panel, notre feuille de route. Alors, vous avez tout au long de la journée écouté des échanges sur la construction et une représentation positive de la diversité socio-culturelle en France. Notre panel, son thème, ce de quoi nous allons parler, c'est construire un modèle de société juste et équitable, vivre sa diversité en France. Et je voudrais quand même juste vous donner un petit moment, la conclusion, puisque c'est une rencontre conclusive. J'ai adoré. Pour finir, nous clôturerons la journée par un moment aspirationnel. Donc, j'espère que tout le monde a bien conscience que nous allons construire un moment aspirationnel. Bien, c'est ce que je vous... Bien, maintenant, trêve de plaisanterie, et je voudrais présenter les participants à ce panel. Najat Vallaud-Belkacem, qui me paraissait bien dissipée, donc directrice de l'ONG One, présidente de France Terre d'Asile et ancienne ministre. Je vais faire une présentation. On est toujours ancienne ministre, pour la vie. Ouais. Laurence de Nervaux, sociologue, directrice de Destin commun. Donc vous nous direz ce qu'il en est, chacun après présentera un peu. Et comme on nous l'a demandé, vos expériences personnelles, c'est ce qui nous intéresse dans cette rencontre. Bouteille-Naraki, présidente de Clear Channel France. Vous nous direz aussi de quoi il retourne. Et Elisabeth Chungui, directrice exécutive RSE, que je ne connaissais pas le sigle parce que je suis un peu mal versé dans les sigles d'entreprise, diversité et solidarité, membre du COMEX et du groupe Orange. Alors je voudrais que d'abord vous présentiez bien évidemment l'institution, l'entreprise, l'organisme dans lequel vous opérez. Et ensuite, l'idée est d'en venir aux expériences personnelles, l'itinéraire, et qu'est-ce qui fait que ça vous amène ici, et qu'est-ce que vous faites là où vous êtes. Vous voulez bien commencer ? Merci beaucoup. Alors peut-être déjà présenter en quelques mots Clear Channel. Clear Channel, on est une entreprise de communication extérieure, ce qui veut dire concrètement qu'on a des panneaux digitaux ou papier dans la rue et que grâce à ça, on communique. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'on communique vis-à-vis de tout le monde. On est le seul média, vraiment, qui est capable de parler à tout le monde en même temps, en transposant, en présentant le même message. Si vous y pensez bien, ce n'est le cas ni d'Internet, ni des réseaux sociaux, ni de la télévision, ni de la presse, etc. Et donc ça nous donne une responsabilité très importante. Et cette responsabilité, on l'a prise depuis longtemps. Le sujet de la diversité est très important chez nous et on y travaille depuis pas mal d'années. Et on s'efforce d'utiliser en fait notre média pour essayer le plus possible à la fois de représenter toutes les diversités, puisqu'on parle à tout le monde, il faut qu'on parle et qu'on montre tout le monde, qu'on essaie de casser un certain nombre de stéréotypes. Et un des sujets qu'on a beaucoup porté depuis pas mal d'années, et aussi parce que je suis une femme dirigeante et que ça me tient à cœur, on a beaucoup travaillé sur la problématique de l'égalité femmes-hommes et donc de promouvoir des images de femmes, des femmes qui gagnent, des femmes dans leur diversité, que ce soit des femmes politiques, que ce soit des femmes sportives, des championnes, des entrepreneuses, des start-upeuses, etc. Et puis aussi en même temps, prévenir les violences faites aux femmes, etc. Et alors, je suis dirigeante de cette entreprise depuis maintenant 3 ans. Je travaille dans cette entreprise depuis de nombreuses années. J'ai pris la présidence il y a 3 ans. Et peut-être pour faire le lien avec moi, puisque j'ai la chance d'être à la fois une femme et d'origine étrangère, puisque je suis d'origine marocaine, ce qui peut-être m'a beaucoup marqué, c'est que, étant une femme qui a fait plutôt des bonnes études, qui a eu un parcours de carrière assez bon, on peut le dire, je me suis beaucoup focalisée sur cette problématique, l'égalité femmes-hommes, qui a toujours en plus été une dimension très importante dans ma famille. Et donc voilà, c'était assez naturel que je me préoccupe de ce sujet-là. Et puis, la dimension d'origine étrangère, je m'en suis jamais vraiment occupée en fait. C'était pas mon problème, ou je m'en suis pas rendu compte, ou je voulais pas peut-être tellement m'en préoccuper, ou comme disaient les statistiques de l'IFOP tout à l'heure, en fait, je ne voulais pas être cataloguée par rapport à ça.
Voilà, je ne voulais pas être définie par rapport à mon origine. Et puis quand je suis devenue présidente chez Claire Chanel, les gens me connaissaient bien depuis longtemps, ça faisait quelques années que j'étais là déjà. Il y a des collaborateurs d'origine maghrébine, plutôt des emplois plutôt dans le bas de l'échelle hiérarchique de l'entreprise, qui sont venus me voir pour me dire « Madame Araki, on est très très fiers d'avoir une femme maghrébine à la tête de l'entreprise ». Et en fait, ça m'a profondément bouleversée, parce que d'abord, ça me renvoyait quelque chose que j'avais essayé de ne pas tellement, dont je ne voulais pas m'occuper. Ça m'a beaucoup bouleversée, et tout d'un coup, en fait, j'ai pris conscience qu'arrivée à ce poste de présidente, et parce que j'étais ce que j'étais, en fait, tout d'un coup, j'incarnais quelque chose qui me dépassait un peu. Alors, on parle de rôle modèle, toi, on en a un peu parlé, etc. Mais tout d'un coup, on se dit, ouf, j'ai une sacrée responsabilité sur les épaules, parce que non seulement il faut que j'arrive à diriger cette boîte, je suis devenue présidente en 2020, 15 jours avant le Covid, dans une boîte de communication extérieure, je ne vous fais pas le topo, mais c'était assez comique. Et non seulement il va falloir diriger cette entreprise et puis prouver, et puis en plus, il n'y a pas beaucoup de femmes dirigeantes d'entreprises de cette taille-là, donc on m'attend un peu au tournant, etc. Mais en plus, on me regarde comme une personne d'origine étrangère, et donc il va falloir encore plus faire mes preuves et être à la hauteur. Et puis être à la hauteur de ce regard que mes collaborateurs portent sur moi. Tous ces gens-là qui sont très fiers, il ne faut pas les décevoir. Donc voilà, peut-être pour commencer, pour lancer les éléments de parcours. Non, mais je crois que c'est important de revenir sur le fait de l'incarnation des possibles. On représente une incarnation des possibles et c'est important. Laurence, voilà, petit micro. Alors, donc sociologue, directrice de Destin commun. Parlez-nous de Destin commun, donc, qui est une branche. Expliquez-nous. Oui, très volontiers. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Destin commun, que je dirige depuis bientôt 2 ans maintenant, c'est une association. On se définit souvent comme un think and do tank. Je vais expliquer un peu plus précisément ce qu'on fait. C'est aussi la branche française d'une organisation qui est aujourd'hui dans 5 pays, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis et en France, et qui travaille sur des enjeux de cohésion sociale, de démocratie, et plus spécifiquement de polarisation. La polarisation, c'est tout simplement le fait que de plus en plus aujourd'hui, les opinions, les systèmes de valeurs, les visions du monde aient tendance à se durcir dans des oppositions parfois violentes, et aussi qu'on ait de plus en plus de mal tout simplement à entendre des opinions divergentes des nôtres. Donc c'est là-dessus qu'on travaille en particulier. Et pour vous expliquer un petit peu la genèse de cette organisation, qui explique aussi le nom de l'organisation qui en anglais est More in Common, en fait, l'impulsion de départ en fait, est partie d'un événement tragique qui a été l'assassinat d'une parlementaire britannique qui s'appelait Jo Cox, qui a été assassinée une semaine avant le Brexit en juin 2016, en pleine rue, par un nationaliste d'extrême droite qui a crié « Britain First » en la tuant. Et en fait, les fondateurs de More in Common étaient tous des amis de cette femme, de cette parlementaire, et ça a été un petit peu un catalyseur de ce projet autour de la cohésion sociale et de la polarisation, dans la mesure où l'idée que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, c'était justement le leitmotiv du premier discours de Jo Cox à la Chambre des communes, vraiment ce terme de « more in common », qui est un hommage à cette femme. Donc voilà, je préciserai un peu plus tout à l'heure comment on travaille sur ces enjeux de cohésion sociale, mais pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Destin commun déjà, en quelques mots. Vous nous parlerez des 6 familles. Oui, très volontiers. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez un micro. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci d'avoir organisé cette journée. Je vais rebondir d'abord sur Boutaïna et puis sur Laurence, parce que finalement, je me vois des points communs avec tout ce qui vient d'être abordé. Chez Boutaïna, tout simplement parce qu'elle a mis des mots sur une réalité, une expérience qu'on est nombreux à avoir faite. J'ai eu l'occasion de vivre ça quand, évidemment, je suis devenue ministre en particulier. Et que c'est vrai que vous avez non seulement la charge d'une responsabilité qui en tant que telle est assez lourde, mais vous avez aussi le poids des regards qui sont portés sur vous. Et on évoque souvent, je crois, dans le récit qui est fait de tout ça, les regards hostiles, notamment en politique, c'est peut-être moins vrai en entreprise, mais les regards des réactionnaires, de ceux qui ne vous veulent pas là, qui s'interrogent sur votre légitimité, sur votre compétence, etc. On parle moins souvent des regards affectueux qui parfois sont tout aussi lourds en réalité, parce que évidemment que comme ils sont affectueux, on y est attaché et que ça nous met une pression de dingue pour ne pas trébucher.
Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup accompagnée dans ma vie politique. C'était quelque chose qui comptait, donc on y reviendra peut-être. Et puis l'autre point commun, évidemment, Laurence, ce que vient d'évoquer Laurence autour de cette tragédie, Joe Cox, la naissance de Maureen Common, dont j'ai fait partie au début à la création, bien c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que je pense que de manière générale, l'un des gros défis auxquels on doit s'attaquer, c'est en effet l'extrême polarisation de notre société et de notre débat public. Et que dans le cadre de cette extrême polarisation, on en vient à vivre quasiment dans des réalités parallèles, mais plus vraiment ensemble. Et donc cette journée consacrée justement à la diversité, c'est une journée consacrée aux échanges. Là, ça va au-delà de la diversité ethnique ou de genre. C'est vraiment, est-ce qu'on est capable encore de vivre dans un même monde mental? Et je pense qu'avec le règne des désordres de l'information, des fake news, des bulles informationnelles sur les réseaux sociaux, etc., en fait, on vit dans des mondes mentaux différents. Et je pense que ce qu'on peut faire peut-être à travers l'exercice d'aujourd'hui, c'est peut-être essayer de recréer des ponts. Donc je suis ravie d'être là. Je n'ai pas dit ce que je faisais aujourd'hui, pardon, mais évidemment ça apportera aussi de l'eau au moulin de tout ça, puisque aujourd'hui je suis résolument dans ce qu'on appelle la société civile, dans le monde des ONG. Je dirige une ONG qui s'appelle ONE, qui est une ONG de solidarité internationale, dont le sujet c'est comment est-ce qu'on extrait de l'extrême pauvreté le maximum de gens possible à travers le monde. Donc le champ est plutôt à l'international. Et puis je préside une structure que vous connaissez bien ici qui s'appelle France Terre d'Asile, dont le sujet est accueillir, accompagner, héberger des demandeurs d'asile en France et bien entendu défendre ce droit d'asile qui est tellement menacé aujourd'hui. Alors, Elisabeth, toi, tu as vécu dans pas mal de mondes parallèles, puisqu'on t'a connu à la télévision, à la culture, présenter des émissions littéraires. Alors, aujourd'hui, quel monde parallèle occupes-tu ? Et écoute, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Daniel, j'aurais pu être à ta place en effet il y a quelques années, puisque dans ma vie antérieure j'étais journaliste et j'ai fait le grand saut vers le grand capital, mais pour la bonne cause. Je m'explique. Vivre sa diversité en France, qui est le thème de ce panel. Effectivement, quand j'étais journaliste, moi, je croyais beaucoup à la méritocratie. Quand je sors de la meilleure école de journalisme de France, major de ma pro, l'école de journalisme de Lille, major de ma promo, je me pose pas de questions. Voilà. Qui n'est pas major ici? Je me pose pas la question de comment je vais vivre ma diversité. J'ai commencé à me la poser le jour où je passe un casting pour présenter le journal sur une chaîne d'information en continu. À l'époque, il n'y avait pas de présentatrice ou présentateur de ma couleur. Et que je m'entends dire que je vais faire super casting, mais je suis une prise de risque. Donc là, voilà. Donc là, je me suis dit, il va en effet falloir apprendre à vivre sa diversité. Donc tout au long de ma carrière dans les médias, je me suis vraiment attachée à être sur le devant de la scène parce que je crois profondément au pouvoir des rôles modèles, parce que je repense à cette jeune fille que j'ai croisée dans une banlieue de Vendôme qui me disait « j'aimerais être journaliste comme vous » mais ma prof dit que c'est pas pour moi. Je me dis peut-être parce que tu es pas bonne en français. Elle me dit j'ai 15 de moyenne. Donc voilà. Donc j'ai bien pris conscience de l'importance d'être un rôle modèle, de déconstruire aussi les images à travers les reportages que je faisais sur déconstruire et offrir une vision positive de cette diversité. Et puis à un moment, il y a l'influence et les médias, c'est formidable pour ça. Mais je crois profondément à la puissance transformante des grands groupes et des grands groupes internationaux en particulier comme Orange, parce qu'Orange est présent en B2C dans 25 pays. Orange est une entreprise un peu africaine quelque part. Si on prend le nombre de pays, on est présent dans 18 pays en Afrique et 7 en Europe. Et tout ce brassage, et je pense que ces grandes entreprises ont vraiment une capacité à faire vivre une cohésion sociale au sein via justement différents leviers. J'aurai peut-être l'occasion de le détailler.
Et notamment, voilà, moi j'ai eu la chance, ça arrive jamais, hein, j'ai eu la chance d'être propulsé dans un grand groupe comme Orange, 140 000 salariés, directement au comité exécutif. On est 2 femmes d'origine africaine, membres de COMEX du CAC 40, Karima Sylvain qui est intervenue, je crois, tout à l'heure, et moi-même. Donc effectivement, je me rejoins dans ce que tu disais. Il y a une responsabilité. Moi aussi, j'ai été estomaqué par le nombre de mails que j'ai reçus de collaborateurs qui s'identifiaient et qui disaient « Ah, mais ça y est, l'ascenseur social qui est en place hein, dans le groupe. Il faut mettre de l'huile dans les rouages tout le temps, et on s'y emploie avec mon équipe diversité, égalité des chances. » Je salue Valérie Tiaco, notamment, qui est présente ici. Donc voilà, la puissance transformante et le rôle de ferment de cohésion sociale des grandes entreprises, j'y crois fortement. Alors, Laurence de Nervaux, j'ai parlé tout à l'heure des 6 familles. Vous allez nous donner ce modèle-là parce que comment on s'aperçoit qu'on est en train de nager dans la même ligne toute une vie, peut-être, avec les mêmes poissons, avec les mêmes eaux. Alors, comment ça se passe? Comment on peut mettre ça en évidence? Peut-être c'est la première étape? Oui, je vais vous répondre, mais d'abord, je me rends compte que je n'ai pas répondu à la précédente question et je ne veux pas me défiler sur cette question un peu plus personnelle. Je me rends compte que je m'étais un peu cachée derrière Joe Cox, c'est peut-être un peu facile. Alors, pour être très franche, très honnête, je dirais que pour ma part, à titre personnel, je ne peux pas dire que j'ai été marquée dans ma vie par des phénomènes de discrimination. Néanmoins, je sais très clairement que j'ai toujours tiré une forme de petit boulet derrière mon pied, en fait, qui ressemblait à ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur. C'est bien tardivement que quelqu'un m'a dit bah oui, c'est très féminin le syndrome de l'imposteur, et ça a rétrospectivement éclairé voilà, cette difficulté que j'avais tout simplement à avancer alors que j'en avais la capacité, et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui comprennent de quoi je parle. Voilà, c'était rapidement. Venons-en aux couloirs de nage. Voilà, les couloirs de nage. En fait, Destin commun s'attache à essayer de comprendre les ressorts des divisions qui traversent la société française pour ensuite trouver des angles, des axes, des opportunités de rassemblement, de convergence. Et on fait ça en s'appuyant sur la recherche en psychologie sociale, c'est-à-dire tout simplement l'analyse des systèmes de valeurs et des visions du monde, plutôt que des indicateurs socio-économiques ou socio-démographiques. Parce que justement, on se rend compte que c'est intéressant de remonter le courant, pour filer un peu la métaphore de la nage, pour essayer de chercher les causes racines en fait, qui expliquent la façon dont on voit le monde et aussi les choix qu'on pose et les comportements des uns et des autres. Et ça nous a permis d'identifier dans la société française 6 grands groupes, 6 grandes familles qui chacune sont très homogènes, mais qui, entre elles, peuvent s'opposer, voire très fortement, voire violemment parfois. Et en fait, cette grille de lecture qui fonctionne, qui est un outil à disposition de tas d'organisations qu'on accompagne, des associations, des syndicats, des médias, des entreprises, etc., elle peut s'appliquer à plein de thématiques différentes et elle permet de mettre en évidence des phénomènes. On a beaucoup parlé aujourd'hui de biais. Les biais, c'est souvent d'abord au niveau individuel, mais aussi des phénomènes de bulles, c'est-à-dire on peut objectiver avec un petit test à partir d'un QR code, même une série de questions, le fait que dans une organisation donnée, par exemple, on va avoir 90% des gens qui sont dans une seule famille de valeurs. Et là, on se dit, ok, d'accord, c'est ni bien ni mal. Il n'y a pas justement de jugement de valeur sur le fait d'appartenir à une famille ou à une autre, mais ça montre, ça met en évidence de façon très forte que en soi, ces phénomènes de bulles rendent plus difficile le fait d'aller parler, d'aller s'adresser à d'autres gens et d'aller les embarquer, voilà, quelle que soit la cause. D'ailleurs, on a beaucoup fait ce travail avec des organisations du mouvement climat, qui sont certaines organisations militantes qui en fait sont conscientes du risque de ce qu'on peut désigner comme des bulles militantes parfois. Et donc sur les enjeux de diversité, ça peut tout à fait aussi être un outil pour en fait dézoomer en quelque sorte et se dire d'abord moi est-ce que je sais comment je me situe moi en tant qu'individu puis en tant que groupe, et est-ce que je me sens du coup capable de dialoguer avec d'autres groupes parce que en fait pour en revenir à nous, notre cercle aujourd'hui, d'une certaine façon, je pense qu'on est conscient, au moins intuitivement, qu'on fait partie des convaincus. C'est-à-dire on est quand même tous, grosso modo, du même côté de ce sujet de la diversité, dans le sens où on est tous relativement convaincus et engagés même sur ce sujet. Et si on regarde la société française dans son ensemble, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister, en fait, pourquoi est-ce que c'est difficile, ce sujet de la diversité? Qu'est-ce qui résiste? Il y a plusieurs choses qui résistent, il y a plusieurs difficultés. Et je pense qu'il faut les regarder en face, il faut les reconnaître, parce que sinon on créera toujours de la défiance et de la résistance supplémentaire.
La première, c'est ce qu'on appelle le People Like Me Syndrome. C'est, pour ceux qui préfèrent le grec à l'anglais, c'est l'homophilie. C'est le fait que tout le monde, toutes, on a spontanément tendance à préférer être avec des gens qui nous ressemblent. Alors, peut-être les personnes dans cette salle moins, parce que voilà, on a une sensibilité différente qui s'est développée pour différentes raisons, mais le réflexe spontané de l'être humain, c'est plutôt ça. Et ça, même ça, c'est pas forcément négatif en soi, parce que ça correspond aussi à un besoin de sentiment d'appartenance qui est nécessaire à la cohésion sociale, à l'appartenance, c'est un peu des poupées russes, hein, mais à l'appartenance au collectif. Donc ça, il faut en être conscient, en tenir compte, pour ensuite pouvoir justement le dépasser et ouvrir les différents groupes à la diversité. Mais c'est une première disons, difficulté objective. Et après, il y a des difficultés qui sont spécifiques à différents groupes. Alors, il y a eu, par exemple, l'image de David Goodhart qui parle des somewhere et des anywhere, qui montre que, en fait, il y a certains groupes dans la société qui sont beaucoup plus outillés, beaucoup plus à l'aise avec la notion de diversité, parce que, pour diverses raisons, ils l'ont expérimenté, parce que ça fait partie de leur histoire personnelle. D'autres qui le sont objectivement moins. Il faut aussi en tenir compte pour justement travailler là-dessus. Sinon, on risque de créer ce qu'on pourrait appeler du backlash ou des réactions, en tout cas, de fermeture. Alors je vais, il n'empêche, rebondir, parce qu'il y a quand même, peut-être, ce que vous venez de proposer peut peut-être rappeler à certains une analyse en termes d'archipel, l'archipélisation. Et je crois que vous avez une jolie formule qui dit que nous, on ne fait pas des archipels, on fait des ponts entre les archipels. C'est ça ce que vous souhaitez faire? Oui, c'est-à-dire que je trouve que dans notre société aujourd'hui, il y a quand même une prolifération de récits autour de la notion de division, ou bien de la notion de déclin par ailleurs, ça c'est autre chose. Mais, et cette image de l'archipel français, et donc ce livre hein, qui a été un gros succès, évidemment ça s'appuie dans une certaine mesure sur des faits, sur des réalités, mais il y a aussi une dimension autoréalisatrice. Et à force et cette image qui est assez forte hein, de l'idée de l'archipel, à force de la pousser sans arrêt, elle finit par devenir vraiment une réalité, quoi. Donc il y a vraiment un enjeu aussi au niveau des récits et pour réussir à continuer de construire ces ponts et de les rendre visibles, tangibles, voilà. Alors, je voudrais vous demander que si les analyses comme celle-ci sont opérationnelles dans votre travail, dans ce que vous faites. Est-ce que vous utilisez ce type d'analyse, ce type de document, ce type d'approche? Alors, pas forcément de mettre dans une démarche aussi scientifique, bien évidemment, mais c'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé sur ces sujets de la diversité, et voilà, en creusant les sujets, on s'aperçoit de ces aspects d'homophilie, par exemple. C'est quelque chose qu'on a beaucoup observé et qu'on a accepté de considérer, en se disant il y a des choses positives là-dedans, mais il y a aussi des choses... Et en fait, nous, on a essayé de beaucoup travailler au sein du groupe, en se disant, en réalité, on a toujours des choses en commun avec un autre individu. Moi, j'avais entrepris, quand j'ai pris mes responsabilités de directeur général à l'époque, directrice générale à l'époque, j'avais entrepris un tour de France et j'avais organisé des séminaires avec des gens par territoire, mais donc qui venaient de métiers différents et forcément avec différents types de profils, d'origine, etc. Et je les avais fait travailler sur un exercice très simple qui est trouver qu'est-ce que j'ai en commun avec la personne qui est à côté de moi que peut-être je n'ai jamais vue. Et en fait, quand on travaille là-dessus, on se rend compte qu'on a toujours quelque chose en commun. On s'aperçoit que, je sais pas, on a même un groupe de rock en commun, ou qu'on aime le foot, ou qu'on est né dans la même ville, c'est complètement dingue, ou ceci ou cela. Ou un signe zodiacal commun ou autre. Et en fait, finalement, en partant de cet aspect-là, qui effectivement est important parce que les gens ont besoin de se reconnaître dans quelque chose, finalement, on peut construire d'autres similitudes et d'autres liens entre les gens. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à faire prendre conscience que la différence, il y a toujours des différences, mais il y a aussi toujours des similitudes qui peuvent être un prétexte à nouer un lien différent et à tisser du lien. Voilà peut-être un peu une des réponses qu'on a pu avoir. Je peux passer la parole à toi. Non, vous allez croire que je le fais exprès, mais je suis moi-même très très surprise en écoutant Moutaïna, parce que j'ai l'impression qu'il y a une jumelle qui parle là. Parce que figurez-vous que dans mon organisation, on fait exactement ce que vous venez de dire. J'hallucine, je vous assure. La semaine dernière, donc, on a un programme, en l'occurrence, de jeunes ambassadeurs, donc de jeunes activistes. Enfin voilà, on a une centaine de nouveaux venus comme ça chaque année qui arrivent parmi nous. Et l'exercice qu'on leur fait faire pour commencer, c'est de trouver des points communs. Et
de procéder par paire. Voilà, c'est la façon dont on lance les gens dans le bain, c'est exactement ça. Donc c'est marrant. Mais sinon, donc, puisque vous posiez la question, est-ce qu'il y a des choses qu'on tire dans notre activité professionnelle qui ressemblent à ce que disait Laurence? Oui, en fait, ce qu'il y a derrière ce que disait Laurence, c'est, encore une fois, c'est de la psychologie cognitive. C'est la nécessité d'admettre tous qu'on a des biais, quel que soit le sujet dont on parle, malheureusement, voilà, on a des biais. Et donc, y compris à l'égard de la diversité, on a des biais, notamment cette préférence pour ceux qui nous ressemblent. Et à partir du moment où on a compris ça, on peut débunker les choses. C'est-à-dire, on peut venir travailler en amont en expliquant aux gens qu'ils risquent de se soumettre à ces biais sans le vouloir, de façon inconsciente, etc. Et une fois qu'on leur a expliqué ça, franchement, ils ne font pas l'erreur qu'ils auraient fait spontanément. Donc en réalité, moi je pense que c'est ça la solution. En fait, c'est une espèce de formation au moment où les managers commencent à l'idée que de toute façon, il y a ces biais spontanés. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire, un peu dans le même genre que ce que vient d'évoquer Boutaina, c'est que moi, l'une des expériences très intéressantes que j'ai faites un jour et que je recommande, c'est justement au début, quand vous arrivez dans un collectif, que ce soit dans un collectif d'entreprise ou peu importe, un collectif, et que vous cherchez à créer du lien entre les gens sans préjuger les uns sur les autres. Ce type d'exercice qui consiste par exemple à les faire dîner dans le noir ou pour n'avoir absolument aucun préjugé, pour le coup, à leur interdire certains thèmes de conversation. Et moi j'ai déjà participé à ça, où on vous fait dîner, voilà, vous êtes à une table de 10 personnes, vous avez évidemment la possibilité de discuter avec vos voisins, mais on vous demande de ne pas leur demander quel job ils font. Quel est leur titre, évidemment ce qu'ils gagnent par an ou je ne sais pas quoi, enfin je ne sais pas à qui ça viendrait à l'esprit de demander ce que vous gagnez par an, mais bon, on avait des règles très précises, pas en France, d'ailleurs c'était aux États-Unis que ça se passait, c'est pour ça que voilà. Et donc du coup on vous excluait des sujets de conversation et vous étiez obligé de vous creuser les méninges pour vous dire bah alors donc du coup de quoi je vais pouvoir parler, et là en effet vous en venez à des sujets qui sont par définition universelle, la famille, etc., etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on m'a raconté que dans certains pays africains, au lieu de demander aux gens et toi, qu'est-ce que tu fais comme job, quand on se rencontre pour la première fois, on dit « et toi, tu as combien d'enfants ?» Donc, bon, je ne dis pas que c'est plus pertinent de poser la question comme ça ou comme si, mais ce que je dis, c'est que ces sujets-là, qui sont des sujets d'humanité, sont ce qui fait commun complètement entre nous. Et donc, dans un collectif d'entreprise ou autre, si vous cherchez à amener plus de diversité, à lutter contre ces préjugés, c'est avec ce type d'exercice qu'on y arrive bien. Alors, juste, je vais te rassurer, moi, on me demande, c'est vrai que votre mère a eu 13 enfants? Je suis très fier de ça. Oui, absolument. Et c'est vrai, oui, c'est vrai. Et, non, c'est elle qu'il faut. Non, mais non, quand je pensais à... je me permets simplement d'une... Moi, j'ai déçu, je me souviens, des élèves par mon apparence. On était, cher ministre, on occupait un rectorat comme d'habitude chaque année, en début d'année, pour avoir des postes, quoi. Et il y a des jeunes maghrébines qui sont venus me voir comme ça. Ils disent, monsieur, vous êtes prof? Je fais, oui, je suis prof. Vous êtes maghrébin? Je fais, non, je suis martiniquais. Je les ai déçus. Considérablement. Et après, j'aurais dit, ah non, parce que nous, on était contents qu'il y ait des profs maghrébins, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vrai. Mais je dis, ce sera vous plus tard. Elisabeth. Alors chez Orange, on a effectivement, pour rebondir Laurence sur ce que vous disiez, on met beaucoup l'accent sur le management inclusif avec énormément de e-learning, justement pour déconstruire les biais. Je vois d'ailleurs la team en force, salut Naïma aussi. Et après, ce qu'on a constaté aussi, c'est voilà, quand on installe une culture de la diversité dans le groupe, on bénéficie d'une sorte de communauté de diversité au pluriel. Parce que finalement, on se rend compte qu'on a les mêmes enjeux, voilà, pouvoir s'épanouir professionnellement, avoir les mêmes chances que chacun. Et je donne par exemple un exemple. On a lancé un programme pour recruter des personnes neurodiverses dans le groupe, Neuroteam. Et ce programme a eu un succès parce qu'on a mobilisé des salariés vraiment en mode transverse dans tout le groupe.
mais la particularité de chacun de ces salariés, c'est qu'ils étaient sensibles à d'autres formes de diversité, à l'égalité de genre ou à la diversité des origines. Et donc finalement, on se rejoint dans cette communauté de plafond de verre peut-être, et comment on essaie de le briser ensemble. Et puis, on a aussi une approche très pragmatique pour faire avancer le sujet au sein du groupe, c'est voilà, comment profiter de nos métiers pénuriques pour aller chercher des talents d'origine très divers. Par exemple, on a aujourd'hui des métiers pénuriques dans la data, dans la cyber, et on a créé notre propre CFA, et on a monté un partenariat avec une association qui s'appelle Systech, qui comprend des femmes réfugiées, arrivées nouvellement en France, qui ont des compétences scientifiques, qui ont besoin d'une formation pour se reconvertir dans ces métiers-là, et ça marche, et on entretient aussi le rôle modèle. Elle me raconte comment leurs enfants disent « Ah, je suis super fière, ma mère travaille dans la data », et donc voilà, c'est aussi une approche pragmatique, et encore une fois, cette diversité qui fait, qui est vraiment un enjeu dans le groupe. Après, tout n'est pas rose, hein, et on a beaucoup évoqué le sujet de la mesure de la diversité. Je pense vraiment qu'on ne va pas pouvoir en faire l'économie. Et voilà, chez Orange, on a passé le premier baromètre de la diversité du Club 21e siècle pour justement mesurer d'abord la diversité dans les instances dirigeantes. Et voilà, on l'a fait. L'idée n'a pas été facile à faire passer, mais c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir de la diversité au sommet des organisations, parce que voilà, il y a toujours le petit aiguillon, à savoir moi, dans tous les processus, quand on fait des revues de talent, en disant attention, les shortlists, voilà, je vois pas beaucoup de diversité, donc voilà, c'est un mélange de pragmatisme et effectivement de programmes pour déconstruire tous les biais. Alors moi, je voudrais qu'on mette un peu d'expertise et d'analyse sur une intuition. J'ai l'impression que je me promène dans la rue, je vois sur les affiches beaucoup plus de personnes diverses actuellement, et pour des marques même prestigieuses. Et j'ai l'impression que c'est assez nouveau. Il y a eu un président noir d'abord dans un téléfilm, enfin dans une série, avant d'en avoir un en vrai. Et j'ai l'impression là que l'affichage est en avance, j'allais dire. Ouais, je pense que c'est très très juste. Alors d'abord, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des marques qui ont compris, y compris des marques effectivement de luxe par exemple, qui ont compris qu'elles ne pouvaient plus ignorer que leurs clients étaient divers. Et peut-être pour citer un exemple très très concret et très récent, nous avons tous les ans ce qu'on appelle le Grand Prix de la communication extérieure, qui s'est tenu juste la semaine dernière à Bordeaux. Et le premier prix, enfin le Grand Prix, a été remis à Lacoste, qui a fait cette campagne, je ne sais pas si vous voyez, où on voit à chaque fois deux personnes très différentes dans leur parcours. Donc vous avez une image où on voit un jeune homme dont on n'imagine pas très bien l'origine, mais voilà, un jeune, et une femme assez forte, blanche, et tous les deux portent le même polo Lacoste. Et ils se regardent un peu étrangement en disant mais comment ça se fait qu'on a ça en commun? Ça rappelle notre conversation tout à l'heure sur le point commun. Et donc quelqu'un qui est plutôt des banlieues, une petite gamine plutôt bourgeoise, etc. Et en fait, ce prix est très intéressant parce que ça récompense une campagne où justement Lacoste, qui n'avait pas tellement l'habitude de communiquer là-dessus, parce qu'ils ont une marque très sportive, ils sont toujours beaucoup attachés à l'image du tennis, etc. Et là, tout d'un coup, cette marque, en fait, quelque part, reconnaît qu'il y a une forme de diversité très intéressante dans sa clientèle, et elle en fait un point de force, elle en fait une fierté. Et donc il y a de plus en plus de marques qui sont sensibles à ça et qui portent la diversité. Et ça se voit dans beaucoup de types de produits. On voit des Etam, par exemple, qui vont avoir des personnes, enfin des mannequins d'origine très différentes, des Noirs, des Maghrébins, etc. On va voir aussi, alors cette diversité, elle est de couleur de peau, elle est aussi parfois simplement de la diversité des beautés des femmes, par exemple, parce que les femmes est beaucoup mise dans la pub. Il y a un autre élément qui est très intéressant pour moi dans la publicité extérieure, c'est que c'est aussi l'occasion de montrer, au-delà de la publicité, de montrer
la diversité de la population. On a, chez Claire Chanel, par exemple, soutenu une exposition qui avait été faite par une photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Géraldine Aresteanu, qui est elle-même d'origine roumaine, et qui a fait une campagne que vous avez peut-être vue, qui a été affichée à l'Institut du monde arabe, sur l'étranger. Et le concept, c'était simplement de prendre des photos de personnes étrangères, en France, de mettre le mot étranger dans la langue de la personne, et puis il y avait une petite citation de cette personne-là. Et simplement, ça permettait de montrer l'énorme diversité de la diversité d'origine et la diversité par rapport au parcours et la diversité de ce qu'ils font en France et à quoi ils contribuent en France. Et je pense que l'affichage à l'extérieur, le fait de montrer au grand public sur un panneau cette diversité-là, ça a une puissance énorme et ça aide aussi à faire évoluer la perception, la mentalité des gens, de lutter contre des biais, de faire prendre conscience de choses. Et donc, par contre, est-ce qu'il y a des réactions contre ce type d'affichage? On peut imaginer que ça heurte. Alors, honnêtement, on n'a jamais eu de réaction contre. En revanche, on a eu des réactions pour extraordinaires. C'est-à-dire qu'on a des témoignages qui sont énormes. On a des témoignages sur les réseaux sociaux, on a des gens qui prennent en photo nos créations pour dire merci, parce que ça touche les gens tout simplement. En fait, c'est simplement, on se reconnaît, on se dit ah ben oui, en fait, donc c'est possible. Et puis moi, je sais pas, moi petite de banlieue, qui peut-être n'imagine pas sortir de ma banlieue, mais d'un coup, je me vois sur une affiche aux yeux de tout le monde sur les Champs-Élysées. Et d'un coup, ah mais oui, en fait, je fais partie de ce monde. Parce que un des sujets, on en a beaucoup parlé des plafonds de verre et tout ça, mais et quelqu'un, je crois que c'était Mehdi tout à l'heure qui parlait de ça, mais en fait, on a un problème très fort, je trouve, dans la société où beaucoup de gens qui sont issus de la diversité, qui sont issus de l'immigration, ont quelque part intériorisé le fait que ce monde-là, il n'était pas pour eux, qu'ils n'avaient pas leur place, qu'ils ne pourraient pas grandir là-dedans, etc. Et une des difficultés qu'on a, nous, en tant qu'entreprise, c'est comment on arrive à casser ça. Parce que nous, on arrive assez tard, en fait. L'éducation a déjà eu lieu, l'éducation de la famille, le système scolaire, les ghettos dont on parlait un peu tout à l'heure, dans voilà, ces villes où on concentre des populations d'origine étrangère. Quand ils arrivent dans les entreprises, il ne faut pas simplement leur ouvrir la porte. Bien sûr, il faut commencer par faire ça. Mais c'est aussi comment on aide ces gens-là dans l'entreprise à casser leurs propres barrières. Et ça, c'est un défi énorme. Et donc, il faut presque les prendre par la main, un à un, et donner de la confiance, et faire des paris, et accepter que peut-être on va perdre parfois, mais faire des paris. Oui. Est-ce que votre modèle intègre? Oui, pardon. On ne fait pas de gestes aux gens comme ça, c'est mal élevé. C'est très mal élevé. Ah, franchement, là, je suis choqué. Non, mais je suis choqué, n'est-ce pas? Oui. Oui, non, mais je trouve ces exemples très intéressants. Le fait de rendre visible effectivement la diversité, bien sûr, ça peut faire bouger les choses. Mais du coup, je voulais peut-être revenir sur si on pense à l'enjeu de cohésion sociale au sens large. Et dans le thème de notre table ronde, il y a aussi la notion d'égalité, d'équité, de justice. Je pense que c'est vraiment très utile aussi de zoomer sur ce sujet-là. Juste un point de données qu'on a eu dans une de nos études, ça date déjà il y a 1 an, mais je ne pense pas que ça ait tant bougé que ça. On demandait aux gens, dans la devise républicaine française, selon vous, laquelle des 3 valeurs est la mieux appliquée? Alors, il y en a la moitié qui disent aucune des 3, bon. Mais ensuite, c'est la liberté qui arrive nettement en tête et c'est l'égalité qui arrive en dernier, bon, quasi à touche-touche avec la fraternité. Ça, c'est quand même assez frappant. Et donc sur ces sujets, enfin, je pense qu'il faut le lier à cet enjeu autour de la diversité. Et en l'occurrence, nous, alors, on travaille sur tout le spectre de la population, les 6 groupes de valeurs, mais on porte une attention particulière aux groupes qui sont les plus défiants, désengagés, désabusés. Et en l'occurrence, un groupe que nous on appelle les laissés pour compte, qui est disons assez proche du profil gilet jaune, même si bien sûr c'est composite comme groupe, mais qui souvent sont des gens qui travaillent, mais qui ont du mal à joindre les 2 bouts. Bon. Et en fait, on voit que ce groupe-là, dans nos étude après étude, a tendance à glisser vers le groupe qu'on appelle des identitaires. Donc voilà, qui est plus fermé, plus dur dans sa vision de la société française. C'est pas non plus la même vision, mais sur beaucoup d'items, il y a ce glissement. Donc, on a fait une étude spécifiquement, dans une analyse plus large de la perception, justement, de la différence, de la diversité, sur le phénomène de concurrence des publics, c'est-à-dire de concurrence dans la précarité, en fait, et en l'occurrence sur quasiment, on peut dire, la jalousie du groupe des laissés pour compte vers les plus précaires et en l'occurrence vers les personnes issues de l'immigration ou personnes migrantes. Et pour essayer de comprendre vraiment les ressorts de cette tension et essayer de l'atténuer, y compris avec des recommandations très tactiques à des organisations dans leur communication, etc. On a fait ça avec le groupe SOS, le Secours catholique et Amnesty International France.
Et en fait, ce qui est très net, c'est que souvent, c'est des personnes, des groupes qui ont vécu des situations de précarité ou de déclassement et qui ont cette peur du déclassement et qui veulent à tout prix s'en démarquer. Donc il y a cette tension qui se joue là. Et du coup, avec ces groupes, en fait, il faut à tout prix éviter le registre de la culpabilisation, de l'injonction, du registre moralisateur aussi, mais plutôt être dans quelque chose de très pragmatique. Et puis ça va être des groupes aussi qui sont très très sensibles aux deux poids deux mesures. Donc toujours avoir cette attention aussi dans une optique de prévention pour éviter un glissement vers un repli, un rejet plus dur de l'autre, de la différence, de la diversité. C'est un peu rapide comme analyse. Je voulais te poser la question parce que tu es à cheval sur j'allais dire la France et le Cameroun, sur de culture. Est-ce que ces questions résonnent aussi ou ont une actualité, une force au Cameroun? Alors ces questions ont une résonance dans l'Afrique, dans son intégralité. J'ai la chance chez Orange de me déplacer souvent en Afrique et justement le thème là, de cette table ronde, c'est vivre sa diversité en France, mais vraiment je pense qu'il faut que la France vive pleinement sa diversité parce que c'est un enjeu pour elle d'influence géopolitique aujourd'hui. Moi je vois bien la montée du sentiment anti-français en Afrique et qui est vraiment nourri par cette idée d'une France qui marginalise la diaspora et on perd des parts de marché. Il y a des vraies conséquences. Donc oui, ça a une résonance. Et justement, pour évoquer les ponts dont tu faisais mention tout à l'heure, je pense encore une fois des grandes entreprises comme Orange qui sont à cheval justement sur le continent africain et sur l'Europe, avec cette culture de partage de bonnes pratiques, avec ce brassage, cette mobilité qui se fait dans les deux sens. Je pense qu'on a vraiment une responsabilité pour construire ces ponts-là. Mais vraiment, le message, c'est que la France doit vivre sa diversité si elle veut continuer à être une grande puissance sur l'échiquier mondial. J'en ai la conviction. Je voudrais qu'on nous montre le nombre de doigts. Je voudrais qu'on sache de combien de doigts on dispose. Deux. Bien. Donc si. Ok. Alors mais c'est ennuyeux qu'il ne reste que 2 minutes parce que moi je m'apprêtais à mettre un petit grain de sable dans le mécanisme là. Je suis désolée. En 2 minutes. Hein. Parce que surtout face à une salle quand même qui connaît un petit peu la situation et les sujets dont on parle, je voudrais pas non plus qu'on laisse croire que tout est rose en fait, et ça m'ennuierait un petit peu. Et pour le dire simplement, parce que en même temps, moi j'ai parfaitement conscience qu'il y a vraiment des entreprises qui s'engagent et qu'il faut saluer ça évidemment. Mais il ne faut pas qu'on méconnaisse non plus le fait qu'il y a aussi une courbe d'apprentissage, on va dire, pour un certain nombre de marques, parce que vous aurez tous noté autant que moi que par exemple, sur ces questions de publicité, d'imaginaire et d'imagerie qu'on met dans les écrans, c'est comme si un certain nombre de marques se disaient bon, en fait, je dois mettre à la fois de l'égalité femmes-hommes, de la diversité, du LGBTQI. Donc, du coup, je vais faire un personnage qui sera à la fois une femme, homosexuelle, noire. On a tous repéré ça, n'est-ce pas ? Tout comme on a tous repéré évidemment qu'au moment où on a imposé aux grandes entreprises d'avoir un quota de femmes dans les conseils d'administration, qu'est-ce qu'elles ont fait dès qu'elles étaient des multinationales par définition? C'est qu'elles sont allées chercher une femme, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, mettons, comme ça leur permettait d'avoir et la femme et la personne de couleur noire. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage et qu'il faut qu'on reste exigeant, parce que le problème de ça, c'est que, par exemple, il y a certains hommes aussi qui sont un peu délaissés pour compte dans cette histoire, pour le coup, hein, d'une certaine diversité ethnique, mais qui ne rentrent pas dans la bonne case. Donc, c'est pour ça que j'insiste pour vraiment dire que c'est un travail qui doit être profond et pas un coup de com'. Et que pour que ce travail soit profond, en effet, la formation sur les biais cognitifs, sur les apports vraiment établis par la recherche, hein, je veux dire des équipes diverses, des équipes mixtes dans tous les sens du terme, sont des équipes plus performantes, qui produisent de meilleurs résultats, que ce soit en matière de recherche, que ce soit en matière de rentabilité économique. Enfin voilà. Donc le fait de former les managers à tout ça me paraît peut-être encore plus important que les images qu'on produit aujourd'hui. Voilà, je voulais juste le dire.
Najat, tout sablier a besoin d'un dernier grain de sable. Je crois que c'est le nôtre. Là. Si vous avez quelque chose à ajouter chacun, voilà. Sinon on va boire un coup. Hein. Ouais. Moi, je pense que c'est le plus...